Une page se tourne donc en Centrafrique. L'opération Sangaris se termine. Elle avait commencé il y a bientôt 3 ans. Paris affiche sa satisfaction, mais le pays est loin d'avoir réglé tous ses problèmes. On va tirer le bilan de la présence des Français avec notre invité Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, le reportage, nous l'avons consacré aux enfants soldats. Ils seraient 10 000 à avoir combattu dans des groupes armés. Quel avenir pour eux? Comment peuvent-ils renouer avec une vie normale d'enfants? Le focus est signé Patrick Fandio, Edouard Dropsy, Zigo Tochaya. Et au tableau, on a dit que tous les députés travaillent où? À l'Assemblée nationale. Ce pourrait être une classe ordinaire dans un banal établissement centrafricain. Mais celui-ci accueille un programme spécial pour ex-enfants soldats. Sur les bancs de cette école, d'anciens combattants anonymes, comme Théodore, à peine majeur, venu apprendre le code de la route. Ouais, c'est le passage des piétons, c'est là. Ça, c'est le passage piéton. Là, c'est le panneau qui annonce un danger. Quand tu conduis un camion, arrivé sur ce panneau-là, ça indique un danger. Dans cette classe, le début de sa nouvelle vie avec un rêve, devenir chauffeur de camion, le métier qu'il s'est choisi après avoir été démobilisé il y a quelques mois par son groupe armé. Ouais, je suis là parce que moi, je suis ex-combattant, donc je suis à l'âge de 17 ans. Donc jusqu'à la fin d'année, là, le métier, c'est bien. Le métier peut me permettre de souvenir dans la vie. Je trouve quelques travail à faire. Trouver du travail à ses ex-enfants soldats, l'obsession de Thierry, chef de ce projet d'insertion professionnelle. Du travail pour faire disparaître chez eux la tentation de reprendre les armes. Le but de la formation, c'était vers la fin qu'on puisse réinsérer de ces enfants dans la société, dans la vie civile. Donc, vers la fin de la formation, ces enfants doivent bénéficier de kits de réinsertion pour chercher à s'installer et à chercher leur pain quotidien. Par exemple, ceux qui ont opté pour la couture, chacun ou chacune doit avoir au moins une machine à coudre avec les outils et puis quelques habits pour qu'ils puissent commencer à faire les confections, à se lancer. Des ex-combattants désormais loin des armes, mais vivant dans une capitale centrafricaine toujours sous tension. Sur la chaussée, des voitures calcinées, séquelles des dernières émeutes. De brusques flambées de violence, de quoi raviver des souvenirs douloureux chez Sonia, enrôlée dans les milices chrétiennes anti-Balaka après avoir vu sa famille décimée par les groupes armés musulmans de la Séléka dans la région de Damara, au nord de Bangui. Quand j'étais à Damara, on est bien avec la famille, papa et maman. Et quand les Séléka sont venus, ils ont tué tous mes parents. Et c'est ça qui me fait pas bien et que j'ai entré dans le groupe anti-Balaka. Et dans le groupe anti-Balaka, mon rôle dans le groupe anti-Balaka, je suis comme cuisinière parce qu'ils ont tué tous mes parents. Je n'ai rien à manger. C'est pourquoi je suis obligée de rentrer dans le groupe anti-Balaka. Désormais orpheline, Sonia a eu la chance de trouver une seconde famille, un nouveau foyer avec un père et une mère d'adoption qui l'ont récupérée quand elle a été libérée par son groupe armé, avec nulle part où aller. Les parents qui m'ont accueilli ici, ils m'ont trouvé à l'église en train de pleurer parce que quand j'étais à Bangui, je n'ai personne ici. Je suis en train de pleurer. Je dis que, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir. Je n'ai personne ici. Qui va me donner à manger? Qui va prendre soin de moi? Et je commence à pleurer comme ça. Et j'ai trouvé les parents qui sont ici. Ils s'approchent de moi. Ils commencent à me poser des questions. Et je leur réponds. Et c'était comme ça qu'il m'a accueilli ici. Dans leur modeste demeure, Abel et Martine n'ont pas hésité à recueillir Sonia, un couple de fonctionnaires retraités, conscients de l'importance de ne pas laisser ses ex-enfants soldats dans la rue, par un souci d'humanité et de sécurité. Mais vous savez qu'en vivant dans des zones où il y a des atrocités, les enfants sont toujours des innocents. Donc nous aussi, nous avons des enfants. Alors mieux vaut le prendre, ce qui est arrivé à ces enfants-là peut arriver aussi à nos enfants. Et comme
un de nos enfants a été tué dans les combats. Nous avons ces orphelins ici. Mieux vaut les récupérer, ceux-là, pour pour les rééduquer, pour qu'ils soient parmi nous, quoi. Ces enfants-là, si on les laisse comme ça, ils risquent de se perdre pour toujours. Malgré sa formation en informatique, Sonia est toujours sans travail, ainsi que plusieurs centaines d'ex-enfants soldats revenus du front comme ceux-là. Des milliers d'autres seraient encore aux mains de groupes armés dans des régions toujours soumises à la loi des milices et à la terreur des seigneurs de guerre. Les enfants soldats en Centrafrique, on va élargir à présent sur le départ de Sangaris de Centrafrique et ses conséquences avec vous, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, le départ de Sangaris est-il synonyme de reprise des combats en Centrafrique ? Alors, il ne faut pas forcément parler d'un départ, puisque le président de la République centrafricaine s'est entretenu aujourd'hui même avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, appelant à ce qu'il y ait un maintien de soldats français, puisque 350 vont rester présents sur le territoire centrafricain. Et d'ailleurs, une partie de ces soldats vont aider, vont renforcer les capacités de la MINUSCA, qui sont actuellement en débat, mais on y reviendra un petit peu plus tard, pour essayer d'éviter qu'il n'en aboutisse à un embrasement général. Mais pour répondre à votre question, un ancien chef des anti-Balaka évoquait le fait que la seule crainte qu'ils avaient, c'était les forces françaises, appelant de facto à ce que, une fois les forces françaises parties, il pourrait y avoir une montée en puissance des violences. On a vu que ces derniers jours, un certain nombre de villes, un certain nombre de provinces, un certain nombre de préfectures, notamment dans la partie orientale, ont été l'objet d'un embrasement spécifique pour des raisons qui sont liées effectivement à des oppositions entre milices qui restent armées et non pas totalement désarmées comme c'était le but initialement prévu. Mais effectivement, la présence française a pu maintenir un semblant d'ordre, en tout cas c'est le cas à Bangui. Elle a évité les heurts intercommunautaires, elle s'est opposée à ce que Laurent Fabius appelait comme justification de l'intervention française à partir de décembre 2013, à savoir la crainte de massacres de masse. Donc les forces françaises resteront, mais les forces françaises et les forces de l'ONU ont à faire face à un dilemme qui est d'ailleurs partagé par le président Touadéra, qui a été élu il y a 7 mois, avec ce dilemme absolument considérable. Et on revient à votre reportage du fait qu'il faut réintégrer non seulement des enfants soldats, mais des miliciens qui, pour certains, sont encore en train d'utiliser leurs armes, avec ce contexte très particulier du fait qu'il n'existe pas d'armée, ou en tout cas pas suffisamment d'armée centrafricaine. Et pour réintégrer des enfants soldats, il faut des emplois, mais il faut aussi pouvoir leur donner la capacité d'assurer la sécurité du pays auquel ils appartiennent. C'est quoi la solution pour le président centrafricain ? C'est d'aller au clash contre ces groupes armés ou alors leur tendre la main et de relancer vraiment la réconciliation ? Ce qu'on reproche actuellement au président Touadéra, et ça fait l'objet d'un certain nombre d'initiatives, je pense notamment à la journée Ville Morte de Bangui, le lundi 24 dernier, qui s'est malheureusement soldée par 6 morts suite à l'intervention de la MINUSCA. Une des raisons principales était l'inaction de la MINUSCA ou la remise en cause de la MINUSCA, appelant la société civile, le collectif ayant appelé les Centrafricains à ne pas aller travailler pour montrer leur défiance vis-à-vis de la MINUSCA. Mais l'autre demande qu'ils avaient, c'était une présence et d'une participation un petit peu plus forte du président Touadéra sur un certain nombre de sujets qui pourtant ont été au cœur de sa campagne électorale ayant abouti à son élection en février dernier. Le président Touadéra, finalement, et le gouvernement Sarandji, du Premier ministre Sarandji, se trouve face à un dilemme. Soit il réintègre des forces armées qui, pour l'instant, sont toujours l'arme au pied, mais toujours actifs, que ce soit dans l'est du pays et notamment le nord-est du pays, avec cette vocation potentielle à la sécession. En tout cas, c'est ce que appellent de leur vœu un certain nombre de militaires, notamment des ex-chefs du mouvement ex-Seleka, notamment le général Noureddin Adam, et de l'autre, évidemment, de l'autre côté, le mouvement anti-Balaka, qui s'est retrouvé finalement assez renforcé dans sa capacité de faire pression sur le gouvernement Touadéra avec le retour
du fils de l'ancien président déchu François Bozizé, Jean-Francis Bozizé, ancien ministre de la Défense, qui donne l'impression que, comme on l'évoquait dans la première question que vous m'avez posée, que tout dépendra du départ du contingent français et de sa capacité à pouvoir, et de la capacité, de la communauté internationale à pouvoir renforcer le pouvoir de Touadéra. Je réponds peut-être plus précisément à votre question. Le président Touadéra a besoin de légitimité, mais il a aussi besoin d'argent, avec un pays dont le budget n'est équivalent qu'à 350 millions d'euros. 350 millions d'euros, effectivement. Il y a une conférence des donateurs en novembre. Est-ce qu'on peut espérer que la communauté internationale vienne en aide à la Centrafrique ? Alors non seulement la communauté internationale, mais le voisinage, qui joue un rôle très important. Premièrement, parce qu'un certain nombre de soldats participent à l'opération de stabilisation. C'est le cas du Burundi ou c'est le cas évidemment du Congo. Mais il y a évidemment une mobilisation beaucoup plus générale, donc à l'occasion de cette fameuse conférence des donateurs, le 17 novembre, avec un financement de la MINUSCA qui est considérable, puisque la MINUSCA, le coût de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies, est de 800 millions d'euros par an. On sait qu'une des raisons pour laquelle elle est moins efficace que ce qu'il était prévu qu'elle soit, vient du fait que la communauté internationale n'a pas forcément répondu totalement présente pour ce financement. Donc, allez-y. L'enjeu de la conférence de Bruxelles est un financement, mais c'est aussi une obligation du président Touadéra de définir son objectif. Soit son objectif, c'est de faire en sorte que la situation économique s'améliore avant de procéder à la réforme du système de sécurité et au processus de DDR, de démobilisation, démilitarisation et de réintégration, dont votre reportage donne un des éléments, la réintégration des 10 000 enfants soldats. Mais cela est compliqué avec, comme je le disais, une quasi-inexistence des forces armées centrafricaines et surtout un embargo existe à l'ONU, qui interdit... Un problème. L'embargo, donc on rappelle peut-être l'embargo sur les armes en Centrafrique, qui est toujours en vigueur, alors que les groupes armés autour sont bien présents et menacent... C'est une des raisons pour laquelle le collectif s'est offusqué du fait que la MINUSCA ne contribue pas à la sécurité du quotidien des Centrafricains, avec, par exemple, pas loin de 45 morts lors d'affrontements à Kaga-Bangoro il y a de cela quelques semaines, et quelques jours encore, en l'occurrence avant-hier, la mort de 8 gendarmes qui essayaient d'arrêter ces groupes armés, donc, qui sont toujours très actifs, notamment dans la partie orientale du pays, pour lequel elle a peu de moyens, puisque, comme vous l'évoquiez, les Nations Unies n'ont pas abrogé cet embargo sur les armes qui a été voté en décembre de 2013. Et à l'instant, donc, Jean-Yves Le Drian déclare la fin de l'opération française Sangaris en Centrafrique. C'est donc officiel. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, d'avoir abordé cette vaste question centrafricaine.